bonjour Amir et bienvenue dans l'émission Un moment avec Louise. Bonjour Louise. Alors Amir, je te connais depuis longtemps maintenant, une dizaine d'années je dirais. Oui, c'est ça. Je t'ai connu quand tu étais enfant et on s'est perdu de vue pendant pas mal d'années. On s'est retrouvés il y a très peu de temps, pour ma plus grande joie. Et alors, je suis curieuse de savoir ce que tu es devenu, quelles sont tes passions, comment tu vois la vie. Et notamment parce que tu es une personne que je trouve assez exceptionnelle, de par ta personnalité déjà qui a toujours été flamboyante. Aussi parce que tu as vécu une expérience quand tu étais enfant qui t'a sûrement beaucoup marqué et changé et qui fait aussi que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur cette expérience ensemble. Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots pour nous dire qui tu es aujourd'hui ? Bien sûr. Alors, bonjour, je m'appelle Amir, j'ai 18 ans et je suis étudiant en théâtre. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton enfance et de ce que tu as vécu dans ton enfance ? À mes 10 ans, on m'a diagnostiqué en fait un méduloblastome. Le terme plus commun, c'est un cancer du cervelet. Le cervelet, c'est toute la partie du cerveau qui permet aux enfants de grandir, d'apprendre et également de pouvoir se mouvoir, que ce soit pour un adulte, un vieillard ou un nouveau-né. Donc cette partie qui a été très endommagée et donc assez complexe pour moi, puisque j'ai perdu pas mal de facultés motrices, ouais, qui m'a valu d'ailleurs un statut d'handicapé moteur. Mais aussi surtout sur l'apprentissage, qui a été très compliqué pour moi, et au niveau aussi de la puberté, qui a été très compliqué pour moi. J'étais prévu pour faire 1m78, je fais 1m60. 10. Je suis pas un nain. Non mais on n'est pas forcément un nain non plus, 1m60, merci. Mais donc voilà, ça a été quelque chose que je n'ai pas compris au premier abord. Moi on m'a dit Amir, t'as un cancer, j'ai fait oui. Amir, on va faire une IRM, je faisais oui. C'est très bizarre ce sentiment de rien faire et qu'on fasse pour toi et qu'à la fin on te dise mais quel courage, quelle combativité. Alors que bah non, j'ai rien fait, j'ai juste dit oui. Ah oui, tu as l'impression de ne pas avoir été acteur de ta propre vie à ce moment-là et d'avoir plutôt subi. Voilà, ce que maintenant que je comprends, j'en suis totalement ravi parce que je n'ai pas les capacités de soigner les cancers, mais je savais que j'étais entre d'excellentes mains. Et en réalité, il y a un syndrome de l'imposteur qui s'est un peu fabriqué dans le sens où tout le monde me dit putain, mais quel courage, quelle combativité, alors que bah, moi j'étais juste dans un lit et on m'a donné des perfs. Voilà, c'est tout. Tu es resté combien de temps hospitalisé ? Je ne serais pas objectif sur ce point-là, parce que pour moi, ça a paru 2 ans. Mais je crois que c'est beaucoup moins, ça a été quelques mois. Et ces mois ont été pas un enfer, puisque dans ce tragique déroulement de la vie, j'ai quand même su trouver réconfort. Et bien sûr, j'ai été entouré par mes proches et par ma famille. Ce qui est très bizarre d'ailleurs, parce que on te dit que tu es entouré, mais finalement, cette épreuve, tu la vis seul. Même si j'étais avec mes parents, même si les gens pleuraient pour moi, même si moi, je sais que mes tantes au Maroc, il y en a une qui a fait un voyage à la Mecque, et quand elle a touché la stèle de la Mecque, elle a demandé que son neveu soit rétabli. Donc il y a un peu quelque chose de l'imposteur qui s'est évolué dans le fait de j'ai pas fait grand chose quoi. Je comprends. Et quand tu parles d'un soutien émotionnel, de quoi parles-tu exactement de ce réconfort dont tu parlais tout à l'heure ? Le réconfort de sa famille, Mhm. le réconfort de ses amis. Heureusement, j'étais très bien entouré. Et je crois que tu as fait l'expérience de la chambre stérile plusieurs fois. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la chambre stérile ? Alors, une chambre stérile, c'est une chambre où les germes extérieurs ne peuvent pas rentrer. C'est-à-dire que j'avais de l'air filtré pour que aucune bactérie ni de miasme ne rentre. Pareil pour les gens qui viennent me voir. Bien sûr, ils doivent prendre des douches, ils doivent mettre des habits spéciaux. Rien de ce qui est de dehors. Par exemple, quand on amenait par exemple un jeu de cartes, il fallait qu'il soit dans un emballage.
on nettoie l'emballage. Et donc au premier sas, c'est là qu'on ouvre les choses. Et toi, tu l'as vécu comment cette période? Parce que je suppose que le fait d'être totalement coupé de l'extérieur comme ça nous met face à soi-même, j'imagine. Ouais, c'est même face à soi-même, je suis d'accord, et en même temps, on t'explique et on te rabâche que c'était pour ta sécurité, puisqu'à ce moment-là, j'ai été placé dans une chambre protégée. C'était parce que je n'avais plus d'immunosuppresseurs, donc plus de défense immunitaire, et que mes globules blancs étaient complètement descendus. Là, je pouvais mourir d'un rhume ou d'une toux. Je n'avais plus rien. En aplasie. Et tu te sentais J'étais en vulnérable? aplasie. Euh, Étrangement, non, pas tellement. Le travail exceptionnel de ma mère qui décorait totalement ma chambre, les aides-soignantes qui étaient gentilles. Je pense que c'est ce qui permet aussi de traverser ces épreuves, c'est aussi la bienveillance dans laquelle on est. Mhm. Avec les gens de l'hôpital sont dans une bienveillance extrême et ça fait aider à passer la pilule, quoi. Et si tu devais mettre des mots sur ce que tu as pu ressentir pendant cette période, on va dire, de maladie et de combattre la maladie d'une certaine façon, en tout cas de remise en santé, euh, comment maintenant tu perçois cette période? À l'hôpital, il y avait des moments de tristesse, de joie et de peur. De jeu parce que tout d'abord, je m'étais fait des amis dans cet hôpital qui avaient aussi des cancers comme moi, certains plus graves que d'autres. Il n'y avait pas que de la tristesse dans ce milieu. Il y avait aussi de la joie de savoir ce qu'on faisait et de la joie de savoir que en bonne main, en étant avec des spécialistes, on allait bientôt ressortir. Et vous partagez ensemble entre malades? Oui, au tout début, ça a été compliqué pour moi d'accepter que je sois comme eux. Donc, un peu beaucoup centré sur moi. J'avais pas envie de sortir, j'avais des chambres individuelles. Ça, heureusement, ça a joué beaucoup à mon développement. Puis en fait, d'être tout simplement tranquille et de se reposer, je pense que c'était la meilleure façon, la meilleure chance que j'ai eue pour continuer, quoi. Et qu'est-ce que ça t'a fait apprendre de toi, cette expérience? Que la vie est courte. Je pense qu'on n'a pas autant idée de à quel point la vie est courte et en fait que ça se joue qu'à un fil. Et que qu'on est venu sur Terre, j'ai pas envie de dire pour s'amuser, mais pour profiter un max. Et que ce profit, il peut être retiré n'importe quand. Et comment ça t'influence, ça, dans ta vie de tous les jours, maintenant? La façon dont ça m'influence au quotidien, c'est qu'il faut tenter. Mhm. Il faut oser, du coup? Oui. Et je dis ça, hein, je sais que c'est. Moi-même, des fois, je tente pas. Je suis le premier à pas tenter, des fois. Par peur? Par peur, oui, mais il y a que la peur qui nous limite dans ces moments-là. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu t'es dit que tu allais faire sans peur? Moi, j'écris un seul en scène sur cette maladie. En même temps, les moments de joie, les moments les plus durs. Et je dirais que les moments les plus durs sont pas forcément ceux qui sont à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, on sait ce qu'on fait. Il y a une bienveillance, encore une fois, ce terme revient et c'est quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant. Le plus dur, ça a été l'après, en fait. Le revenir à notre société, en fait. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là où on se rend compte que notre société n'est que violence. Dans quel sens? Dans le sens où l'acceptation est très rarement là et très difficile à obtenir. L'acceptation de quoi? De la différence? L'acceptation de la différence, le faire autrement et En quoi tu devais faire autrement et en quoi ce regard des autres te gênait? moi, par exemple, que ce soit au niveau de mes camarades ou au niveau des professeurs, ça a toujours été très compliqué. Je dirais beaucoup des professeurs parce que certains ne comprenaient pas que je partais. Ils me prenaient pour un élève fantôme qui se fichait de tout alors que non, j'avais des maintiens avec la CPE et les proviseurs, donc c'était ok qu'une heure de cours je fais et puis après je suis complètement détruit parce que Oui, c'était pour des raisons de santé oui, que voilà. tu devais rentrer. Mais tout le monde ne comprenait pas ça et tout le monde avait du mal à accepter ça. Mhm. Et au niveau de tes camarades, du coup, des gens de ton âge, en quoi cette différence-là, tu l'as ressentie? Parce qu'il y a toujours, je me demande si j'ai pas aussi une part de responsabilité, mais qu'est-ce que la responsabilité quand tu as 11 ans et que tu ressors de ça, de cette bulle de bienveillance et
de ce monde où on ne te demande pas de te comporter d'une certaine manière et justement on me donnait des privilèges parce que j'étais handicapé et les autres ne comprenaient pas. Et j'ai souffert de ça, ce manque de tact avec moi. Ça m'a fait du bien quand on me parlait comme si je n'avais pas eu ce cancer, puisque pendant très longtemps j'ai été dans le déni, ou dans une sorte de déni, Pourquoi? parce que je lui en voulais, ce cancer. De quoi? D'avoir compliqué les choses. Les choses étaient beaucoup plus compliquées, les relations étaient beaucoup plus compliquées, ma vie était beaucoup plus compliquée, j'avais des douleurs tout le temps, bien sûr, c'était les réactions des traitements. Et ça, c'était compliqué aussi à expliquer tout le temps aux professeurs. Tout le temps leur rappeler que... parce qu'il y en a qui faisaient pas leur boulot et les professeurs principaux devaient donner la note, le mot à tout le monde. Et je trouve que c'est pas une excuse à se dire bah j'ai oublié. Tu peux oublier d'avoir pris le pain. Tu peux pas oublier que c'est un élève qui a subi un cancer. Tu peux pas oublier qu'un élève souffre de dyslexie. J'ai du mal à dire. Tu peux pas oublier qu'un élève est en difficulté. Tu parlais de handicap tout à l'heure. Tu as dit que tu avais une sorte de carte handicapée, c'est ça? Oui, j'avais une reconnaissance MDPH, donc la Maison des handicapés de Paris. Et tu l'as encore, ça? Non, je l'ai plus puisque ce statut m'a été enlevé, puisque je sais maintenant marcher tout seul, prendre les transports en commun tout seul. Et, je suis reconnu comme handicapé, mais je n'ai plus l'échelon pour avoir la carte. Et toi, tu te sens handicapé? Tu le sens, ce handicap, au quotidien? Ça peut varier. Quand j'ai des douleurs qui sont liées au traitement, par exemple ma fatigabilité. J'ai encore une très grosse fatigabilité et je me fatigue très très vite. Ça c'est lié au traitement par exemple. Tu es toujours sous traitement? Non. Donc c'est l'effet à long terme du traitement que tu as reçu? Voilà, totalement. Là ça va faire 8 ans. 8 ans que je suis totalement rétabli et que je suis en rémission complète. Comment tu as vécu ta période d'enfance avec, je suppose, quand même un peu un manque d'insouciance? Et maintenant, comment tu vis ça? Parce que tu disais qu'il faut profiter à fond, qu'il ne faut pas avoir peur. Moi, ça me fait un petit peu penser aux caractéristiques de l'enfance, d'y aller à fond sans avoir peur du lendemain et sans réfléchir aux conséquences. Et est-ce que, du coup, toi, tu as été un peu limité là-dedans parce qu'il fallait faire attention à des choses? Comment tu l'as vécu pendant ta maladie et comment tu le vis maintenant, du coup? Cette prise de conscience, je l'ai eu au lycée, à comprendre que vraiment dans la vie, alors accrochez-vous, hein, parce que là je vais dire un truc. Non, mais tout simplement que on ne sait pas de quoi est fait demain et que je suis pas dans le fait de tout plaquer et de pas réfléchir au lendemain et de pas réfléchir aux conséquences. C'est très important de réfléchir au lendemain et aux conséquences, mais d'oser un peu plus. Je dis pas de vous avez une passion pour la peinture et vous plaquez votre boulot pour faire de la peinture. Je dis pas ça, mais d'assumer un peu plus. C'est facile de dire ça, hein. C'est très facile de dire ça. À appliquer, c'est beaucoup plus difficile. D'assumer ses envies et ses rêves? De s'en rapprocher, en tout cas. Et dans ton seul en scène, tu parles de quoi? De ce qui a été dur pour moi, de ce qui a été heureux pour moi, de ce qui a été triste pour moi, le avant et l'après. Évoluer, avoir eu un cancer et grandir quand même. Donc sur la scène, ouais, j'ai vraiment envie de parler de ce qui m'est arrivé, de comment je l'ai traversé, de comment j'ai grandi avec ce poids qui était là, ce cancer, cette tumeur, réapprendre à marcher, à parler, à respirer, faire le deuil aussi de ça, parce que c'est un deuil quelque part. Au bout d'un moment, tu fais le deuil. Et tu réalises que ça, quand même, ça demande énormément de courage. Donc quand tu disais tout à l'heure que les gens te disaient que tu es très courageux, que tu comprenais pas pourquoi, ça quand même, de faire ce deuil-là et de faire tous ces apprentissages une nouvelle fois en étant si jeune, c'est quand même d'une maturité impressionnante. J'ai évolué dans le sens mature du terme très vite. Mais encore une fois, je trouve que le courage, il n'y en a pas une énormément.
Moi, de ce que j'en pense. Mhm. Et est-ce que tu as un rêve aujourd'hui pour la suite de ta vie, qui peut être dans 2 minutes ou qui peut être dans 2 décennies? Pour moi, ce serait d'apporter plus de légèreté dans ce monde que je trouve assez triste. Ce serait aussi apporter plus de sincérité, voir que les choses ne sont pas ce qu'elles sont au premier abord. Donc de passer à travers les masques, tu veux dire? Voilà. Voir que sous un premier acte, il y en a toujours un deuxième. Mhm. Il y a quelque chose de cette humanité que je trouve qu'on a perdu au fil des siècles. Tu penses qu'on était plus humain avant? Oui. Pourquoi? Tout simplement, là, à cette époque, le 21e siècle, moi je vois plus des gens qui réfléchissent sur la vie. Cet aspect philosophique. Ça me fait penser au divertissement pascalien, ce que tu dis là. Pascal, il me dit que l'homme se divertit tout le temps pour s'empêcher de penser à sa vie et à sa mort. C'est ce qu'il appelle le divertissement. Ouais, mais ce serait ça. Ok. Quelque part comme ça. Donc tu es très sage, d'une certaine façon. On va t'appeler Maître Amir, Voilà, si vous voulez. après Maître Yoda. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux personnes qui vont te regarder et te découvrir dans cette vidéo? Je joue mon spectacle le 31 et 32. Quand il vous vient l'envie de juger quelqu'un, essayez de creuser sur ce qu'il y a derrière. Ça peut expliquer beaucoup de choses. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de joyeux? Non. Pourquoi? Parce que je trouve que en mon intérieur, j'ai beaucoup plus de part de tristesse et de mélancolie Que de joie. que de joie. Est-ce que tu as confiance en toi? Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, je fais semblant d'avoir confiance en moi. Pourquoi? Parce qu'on en revient à ce qui nous limite, la peur. Donc tu as peur. Oui. Tu as peur de quoi? En fait, si je dis ça, ça va gâcher vraiment tout l'interview. Pourquoi? Mais non, mais parce que c'est peut-être pas qu'une question de peur, c'est aussi une question de se sentir en confiance. Et tu ne te sens pas en confiance? Pas tout le temps. À cause de quoi? À cause du regard des autres? Ça peut jouer, oui, beaucoup. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose de très étrange parce que c'est une chose dont je m'étais défait à un moment. Le regard des autres? Ouais. Et c'est revenu. Et c'est revenu. Tu te juges en fait. Exactement. C'est pour ça que je vais voir des psychiatres. C'est bien. Tu travailles sur toi. Ouais, voilà, je travaille sur moi. C'est important, hein. Oui. C'est important pour tout le monde. Ouais, je pense que c'est bien de le faire assez tôt, personnellement. Là, surtout quand on a vécu des traumas comme ça. Moi, j'ai eu 9 opérations en une année. 9. Et ça fait mal. C'est pas que ça fait mal, c'est qu'il y a une intrusion de ton corps. Ma plus grande opération, c'était 9 heures. Et ça a développé quoi chez toi? Je crois que c'est trop enfoui pour que je sache ce que ça a fait. Je pense aussi que ce manque de confiance en moi ou cette dévalorisation se traduit parce que chaque fois que je rencontre un nouveau groupe de personnes, je me sens obligé de faire le pitre. Et ça, je crois que je l'ai toujours fait. Ouais. J'ai toujours fait le pitre pour me faire aimer, quelque part. Comme si j'avais pas assez de qualité pour me faire aimer autrement. Par toi-même, tu veux dire, Voilà. sans rien avoir à faire. Je pense que c'est un mécanisme aussi de... Je me convainc que c'est un mécanisme de sécurité, Voire de défense. voire de défense. C'est ça qui te met en confiance. Voilà. Et est-ce que tu penses que le rire, parce que toi tu es du coup quand même beaucoup porté sur l'humour, est-ce que le rire est forcément le versant d'une pièce qui a beaucoup plus d'obscurité et de tristesse de l'autre côté? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? Ça, j'ai envie de dire, c'est le dilemme de tous les humoristes. Il y en a des très talentueux qui ont fait des dépressions à en mourir. Je peux citer des noms, Henri Ivanov, Douli, Ahmed Silla, Walidia, Émeric Lomprey, il y en a tellement. Et en fait, je pense que
cette projection de vouloir faire rire, c'est ne pas montrer à quel point on est malheureux quelque part. Donc tu es en train de nous dire finalement que tu es totalement dépressif. Oui. Bonne journée. Pour conclure, qu'est-ce que tu te souhaites, Amir? De me réaliser. C'est Pas beau. mal ça. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire, le mot de la fin? Profiter et enjoy. Super. Eh bien, merci beaucoup, Amir, pour ce moment ensemble. Bien, Louise.